La com politique investit Twitch, TikTok ou encore Clubhouse. Salut jeune entrepreneur, je m'appelle Marlène Schiappa et j'arrive sur TikTok. Alors certains diront que c'est avec plus ou moins de bonheur, d'autres critiqueront une parole dispersée à tort et à travers. On pourrait aussi y voir des bonnes raisons de jouer le jeu de ces nouveaux espaces de discussion. Nous, on en parle avec Dominique Régnier, professeur des universités à Sciences Po et directeur général de la Fondation pour l'innovation politique Fondapol. Également Boris Karlamov présent avec nous, journaliste reporter radio pour l'agence de presse A2PRL. Vos spécialités, c'est le journalisme politique et les réseaux sociaux. Et vous animez d'ailleurs le club Paul sur le réseau audio à la mode Clubhouse. On a également avec nous en visio Pierre Licia, communicant, ancien élu du 18e arrondissement de Paris et actuel porte-parole du mouvement Libre qui a été créé par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Alors on a quand même beaucoup d'exemples là de politiques qui arrivent sur ces nouveaux canaux de communication, les réseaux sociaux. On a vu récemment Emmanuel Macron faire appel aux youtubeurs McFly et Carlito et qui va sans doute se prêter à un jeu sur Twitch. On a Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, qui va lancer sa propre émission un mercredi sur deux. On pourra le retrouver sur Clubhouse. C'est lui qui invite pendant 30 minutes pour des débats et ensuite permet aux spectateurs de poser des questions. On a François Hollande lundi soir qui était l'invité de Samuel Etienne aussi sur Twitch. Alors qu'est-ce qu'on a appris? Bon, des petites anecdotes sur son plat préféré, des choses comme ça. Enfin aussi que son plus grand regret c'était de ne pas s'être présenté en 2017. Il a fait un carton, ça a plutôt bien fonctionné. Voilà, donc il y a du monde qui arrive. Les politiques investissent ces réseaux sociaux, Dominique Régnier. Est-ce que vous avez le sentiment que ces réseaux qui apportent une innovation dans la manière dont les gens interagissent peuvent aussi apporter de l'innovation pour les politiques? Oui, alors pour le moment, c'est un jugement ambivalent. Je dirais que d'une part, il ne faut surtout pas idéaliser la situation antérieure qui commence maintenant à remonter un petit peu quand même dans le temps. On a un problème structurel dans nos démocraties qui est la défection des nouvelles générations, qui est de plus en plus forte et de plus en plus durable. C'est un problème considérable. Et il y a même, je le dis au passage, un problème de transmission maintenant des valeurs démocratiques et de l'attachement aux valeurs démocratiques entre les générations. En fait, ça ne passe plus maintenant vers les nouvelles générations. Et de ce point de vue-là, les nouveaux outils offre quand même une opportunité extraordinaire. Je crois que c'est quand même il faut bien avoir ça à l'esprit parce que nous sommes dans une situation compliquée et ces nouveaux outils sont une vraie ressource. Alors évidemment, je ne vais pas être trop long parce qu'il faut que la parole circule, mais évidemment, il faut faire attention à ce que le contenu reste substantiel, ne soit pas que divertissant. C'est une combinaison, bien sûr. On ne peut pas ennuyer des publics très mobiles et très jeunes. Mais il ne faut pas que le politique bascule dans le divertissement plutôt que d'amener à un moment donné une nouvelle génération dans la conscience et la préoccupation pour les affaires publiques. Donc c'est un équilibre à trouver. Et dans les exemples que vous avez fournis, tous ne correspondaient pas à cet équilibre, mais qui est un équilibre un peu du cycliste. Hein, c'est instable. Boris Karlamov, vous hier soir encore sur Clubhouse, vous lanciez cette room sur les influenceurs. Pourquoi les politiques misent sur eux? Qu'est-ce qu'il est ressorti de votre débat? Déjà beaucoup de questions. On s'est interrogé hier soir sur le fait de pourquoi est-ce que les influenceurs sont autant présents auprès de certains membres du gouvernement. On parle de Gabriel Attal, on parle d'Emmanuel Macron. On a appris la semaine dernière sur ce même réseau social Clubhouse que Magali Berda, la patronne de l'agence d'influenceurs la plus en vogue du moment, est auprès du gouvernement pour lancer une opération de communication avec ces influenceurs justement pour promouvoir les gestes barrières. C'est quelque chose d'assez nouveau. Alors je pense que la conséquence de tout ça, c'est surtout la crise sanitaire. On ne sait pas si l'an prochain, les candidats à la présidentielle vont pouvoir faire campagne sur le terrain. On ne sait pas si des meetings vont pouvoir se tenir, si on va pouvoir faire du tractage sur les marchés. Donc c'est aussi un moyen pour ces politiques de prendre un peu le lead, de prendre de l'avance au cas où la campagne serait bouleversée. On sait que Jean-Luc Mélenchon, lui, est sur Twitch depuis un petit moment. Il a presque, je crois, 70 000 abonnés, ce qui est énorme pour ce réseau social. Sur TikTok. On l'a vu sur TikTok, oui. Sur TikTok, pas sur Twitch, 70 000 followers. Voilà, les politiques prennent un peu d'avance avec le contexte sanitaire qui est très incertain.
certains. Est-ce que ça marche? On le verra peut-être dans les urnes, puisqu'il y a surtout un objectif électoraliste. Tout ça, c'est toucher les plus jeunes et peut-être toucher aussi ceux qui seront en âge de voter pour la toute première fois l'an prochain. Oui, alors c'est effectivement cette question de l'influence, parce que donc c'est une nouvelle façon de porter cette parole politique. On peut avoir beaucoup d'audience. On a vu plus de 100 000 spectateurs devant François Hollande lundi soir. Est-ce que pour autant, ça veut dire que cette parole va avoir du poids? Voilà, c'est ça. Et puis par rapport à ce qui était dit à l'instant, il y a une élection qui a été faite dans des conditions sanitaires qui sont celles d'aujourd'hui, qui est l'élection de Bolsonaro au Brésil, qu'il a largement menée, avec WhatsApp d'ailleurs, qui a joué un rôle clé dans cette élection. Je ne dis pas que le résultat signifie que ça va toujours se passer comme ça, mais ça veut dire aussi que c'est une forme de communication politique où, au fond, le contenu est extrêmement fragmenté, très émotionnel, hyper réactif. Tout ça, ça innerve au sens positif un espace public qui pourrait avoir besoin de cette énergie, mais ça peut aussi rendre très difficile les discours élaborés, les arguments structurés, les campagnes construites et favoriser, moi je crois qu'il y a une tendance, un risque de se dire favoriser de manière intime les discours protestataires et populistes, parce que c'est un peu dans la structure de ces réseaux et de ces plateformes. Une parole plus émotionnelle. Alors on va justement en parler avec Pierre Lissia qui manie ces réseaux sociaux presque au quotidien. On va découvrir d'ailleurs la façon dont vous le faites. Bonjour Madame Hidalgo, je suis Pierre Lissia, je suis élu Les Républicains dans le 18e arrondissement de Paris et j'aimerais vous faire découvrir un quartier que vous ne connaissez pas, le quartier de la Porte de la Chapelle. Alors, vous utilisez les codes des influenceurs, des youtubeurs, avec ces vidéos très très courtes qui sont coupées, fragmentées, tournées au smartphone façon selfie. D'abord, est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez le sentiment justement que ça peut aussi jouer en influence? Alors, est-ce que ça marche? En fait, ma réponse va être assez simple. Oui, ça marche dans la mesure où, là, vous avez montré un extrait vidéo où j'étais, c'était il y a quelques années, j'étais un jeune élu à l'époque, et en fait, la difficulté que j'avais, c'est que j'avais des choses à dire. J'avais un contenu, un message à faire passer et aucun média pour me relayer. Quand j'entends médias, c'est médias traditionnels. C'est-à-dire que les médias traditionnels aujourd'hui ne sont pas accessibles parce que le ticket d'entrée est trop cher, parce qu'on ne prête qu'aux riches, sous-entendu aux gens qui ont déjà un peu de notoriété et d'influence, et sur des sujets qui sont généralement des sujets nationaux et pas des sujets micro-locaux comme c'était le cas pour moi dans cette vidéo, comme dans l'ensemble des vidéos ensuite que j'ai pu réaliser qui ont suivi. Donc les médias sociaux, les réseaux sociaux ont été pour moi la façon d'être finalement mon propre éditorialiste et mon propre média, mon propre producteur de contenu, pour mettre la forme du message, donc cette vidéo très montée, très rythmée, façon un peu youtubeur. D'aucuns on dit youtubeur, je me considère pas comme youtubeur, mais qui en tout cas fonctionne sur les réseaux sociaux. Et donc cette forme-là a été mise au service du contenu. Et là où ça a fonctionné, c'est que je n'aurais jamais eu l'audience que j'ai eue avec cette vidéo dans un média classique. D'abord parce que je pense que on m'aurait difficilement permis d'y avoir accès, et ensuite parce que la façon dont le message a été conçu était bien plus viral et a touché bien plus de personnes. Sur cette vidéo, je pense qu'on est à quasiment 1 million de personnes de personnes atteintes. Sur les autres vidéos qui suivent, j'en ai fait une grosse quinzaine depuis cette première-là. J'oscille entre 50 000 et 500 000 vues. Quand on compare avec une chaîne d'information en continu, on est dans la moyenne, c'est-à-dire que les grosses chaînes, les BFM, font entre 300, 400 000, 500 000 éventuellement téléspectateurs, et les chaînes un peu plus modestes sont à 50, 100 000. Donc finalement, les réseaux sociaux permettent à tout le monde, pas seulement aux influenceurs, aux élus, permettent à tout le monde d'être leur propre média. Et en ça, c'est une nouveauté. En ça, c'est une avancée. Donc tout le monde doit pouvoir s'en saisir. Alors être son propre média, c'est quand même un job à plein temps en fait. Vous changez de métier après. Alors bon, c'est pas un job à plein temps parce que du coup la régularité, la fréquence de publication des vidéos n'est pas quotidienne comme sur une vraie chaîne, un vrai média classique. Mais en tout cas, ça permet une prise de parole qui est vraiment intéressante, surtout vraiment
de plus en plus, je donne la parole à des gens qui, au contraire, ne l'ont pas, soit parce qu'ils n'ont pas une audience très, très importante, soit parce qu'ils n'ont tout simplement pas les codes. Et donc, ce sont des formats vidéo qui font, comme je vous disais, plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers de vues et qui permettent de mettre le focus, de mettre en lumière des sujets micro-locaux. Or, aujourd'hui, en tout cas, c'est ma pratique des réseaux sociaux, ce qui est très difficile à faire, à médiatiser, ce sont les sujets hyper locaux finalement, parce que vous sortez jamais de votre quartier, de votre pâté de maison, et des gens qui sont directement concernés par ces problématiques-là. Donc c'est l'usage que je fais des réseaux sociaux. Quant à la façon j'écoutais avec attention le débat qui s'installait tout à l'heure. Je suis pas persuadé qu'il faille résumer ça à quelque chose de totalement générationnel. Oui, il y a un effet générationnel. Il faut quand même pas oublier que les réseaux sociaux vieillissent avec leur public et que les réseaux sociaux en réalité ne sont pas nouveaux. Les réseaux sociaux que vous citez, donc Twitch, TikTok, etc., sont eux nouveaux, mais les réseaux sociaux et les politiques sur les réseaux sociaux sont pas nouveaux. Facebook, ça date de la fin des années 2010, même 2006, 2007. Chercher les nouvelles générations, on les voit sautiller de nouveaux réseaux sociaux en nouveaux réseaux sociaux. Je voulais revenir avec vous, Boris Karlamov, sur cette idée de casser les codes. La politique a besoin de casser ses codes. Il faut travailler plus sur sa personnalité. Il faut faire son personal branding sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fonctionne plus aujourd'hui quand on porte cette parole politique et qu'on doit changer et qui peut être facilité par ces nouveaux canaux? Certains politiques ont aussi ce besoin de contourner d'une certaine manière les médias traditionnels. Pierre Licia l'expliquait très bien. Quand il fait ses exercices de communication, il n'y a aucun contradicteur. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être invité. Il n'y a pas de journaliste. Donc c'est un moyen de s'éviter d'avoir un retour de la part d'un journaliste. Et je prends l'exemple du Twitch avec Gabriel Attal il y a 2 semaines à l'Élysée. Twitch avec plusieurs influenceurs, notamment ils ont parlé de la détresse chez les étudiants pendant la crise sanitaire. Au milieu de cette interview, de cet exercice de communication, il y a Enjoy Phoenix, qui est une très grande influenceuse qui a plus de 5 millions d'abonnés, qui a dit mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de journaliste. Ce serait bien qu'il y ait un journaliste pour poser des questions. Mais vu que c'est un exercice de communication pur et simple, la place du journaliste n'était évidemment pas d'être là. Et ça aurait été très bizarre, à mon avis, d'avoir un journaliste dans ce pur exercice de com de la part du gouvernement, quoi. Après voilà, pas de contradicteurs sur les réseaux sociaux, ils ont un boulevard devant eux pour pouvoir s'exprimer. Alors il y a aussi quand même le jeu de la discussion, de la parole ouverte, puisque il y a toujours des temps de débat où finalement on peut arriver sur une room ou sur une plateforme, peu importe qui on est finalement, connu, pas connu, invité, pas invité, et s'adresser à un politique directement. Est-ce que ça peut jouer sur la pluralité justement de la pensée? Est-ce que ça peut nourrir le débat politique et le mettre plus en prise avec le terrain? C'est une très bonne question vraiment, parce que là aussi j'aurais un jugement un peu suspendu et ambivalent, parce que par certains côtés, la promesse, elle est celle-là, la possibilité d'ouvrir le champ et d'avoir des voix nouvelles, des paroles nouvelles. D'ailleurs, Pierre Licia le disait lui-même, et il y contribue dans l'exemple qu'il donnait en donnant la parole à des personnes qui, disait-il, n'ont pas les codes ou ont peu d'audience. Donc ça, c'est un bel exemple, et ça marche. Mais après, il y a une espèce de logique quand même qui est un peu celle du référencement, un peu celle de l'agrégation des flux, et qui amène à la domination de points de vue qui écrase tout le reste, plus la cohorte de tout ce qui est des commentateurs, si vous voulez, qui derrière font un peu la police et la chasse aux divergences, en impressionnant beaucoup par les effets de nombre. Donc c'est quand même quelque chose qui est très instable, très vivant, très organique. Je crois que nul ne peut dire aujourd'hui que ça prend une forme définitive dans un sens ou dans un autre. C'est un peu le sujet de ceux qui vont le prendre en main, mais quand même on sait que dans ces logiques-là, ça se voit dans tous les secteurs, y compris dans le secteur économique, qui vous est cher aussi. Il y a des effets à un moment donné, il va y avoir un acteur qui va dominer, ou quelques acteurs vont dominer, sont capables de cartéliser le système. Ça, c'est une vraie crainte, parce qu'une fois que nous avons, comme je reviens à ce que disait Pierre Licia sur les médias classiques, le ticket d'entrée est très cher. C'est très juste, ça. On avait une promesse là, de démocratisation. Elle n'est pas tout à fait encore, je trouve, trahie, moi. Je reste admiratif de ce que permettent les outils numériques. Mais il ne faudrait pas que maintenant, on ait là-dessus aussi une sorte de cartélisation qui, pour le coup, laisserait totalement en dehors de toute parole la plupart d'entre nous, puisque même la conversation, en quelque sorte, serait prise en charge par les plateformes.
Et est-ce qu'il y a quand même cette notion de retour en prise avec le public, avec le terrain? Ces conversations directes, elles permettent ça aux politiques, de se mettre en phase avec la réalité? C'est ce qui se passe sur Clubhouse, notamment. On a lancé avec mon confrère Pierre Dumazeau le Club Paul il y a 15 jours. Tous les dimanches à 18h, on reçoit un invité politique. Clément Beaune, le secrétaire d'État en charge des affaires européennes, a été notre premier invité il y a 2 semaines. Alors, quel est votre retour d'expérience là-dessus? On a eu de très bons retours, puisque Clubhouse permet un échange direct avec presque n'importe qui. C'est-à-dire que vous avez un ministre, un député dans la room, dans le salon de discussion. Vous pouvez interagir avec cette personnalité-là. Il suffit juste de lever la main. Ça casse les codes. Il y a un échange franc, direct, toujours dans la bienveillance, à l'inverse de ce qui se fait sur Twitter, puisque sur Clubhouse, l'anonymat, compliqué quand même, puisqu'il faut avoir une photo de profil, son prénom et son nom, et du coup, ça installe un vrai dialogue. Et cela dit, Clubhouse, c'est encore un peu élitiste, C'est parce très qu'on peut être élitiste, sur très iOS et avoir été invité. Alors voilà, c'est sur iPhone pour l'instant, mais d'après ce que j'ai entendu, ça devrait arriver sur Android dans quelques jours. Il y a juste 90 000 téléchargements en France au 1er mars, donc ça reste vraiment confidentiel. On va voir comment est-ce que ça va prendre. Est-ce que Clubhouse peut avoir un rôle important pendant la campagne sanitaire, politique, présidentielle. Pendant la campagne présidentielle, puisqu'avec la campagne de la crise sanitaire, on ne sait pas s'il va y avoir des meetings. On va voir, c'est très attentif. On sait que l'Élysée regarde Clubhouse avec attention. On sait que Emmanuel Macron jette un petit regard très régulièrement sur ça. Le patron de la cellule numérique à l'Élysée est sur Clubhouse. Parce que finalement, c'est pour ça que je vous rattrape en disant c'est quand même encore un cercle fermé. On est un peu encore dans l'entre-soi avec Clubhouse, puisque ce n'est pas ouvert à tout le monde, et qu'on donne la parole à qui on a envie de donner la parole. Quand même, on lève la main quand on assiste à une conversation, et on peut ou pas être choisi. Donc pour les politiques, c'est un format assez rassurant. Est-ce que, ma question c'était sur le retour d'expérience avec Clément Beaune par exemple, est-ce que ça lui a permis de comprendre des choses ou d'entendre des choses qu'il n'avait pas jusqu'ici saisi de la part du terrain, du public, de la population? Ça lui a permis d'expliquer certaines choses, d'apporter des réponses peut-être à des interrogations qui se posent. C'est plutôt de la parole descendante, oui, alors, la parole toujours. descendante, à des interrogations qu'il n'avait peut-être pas en tête. Nous, on est sur un format assez court, on fait 1 heure d'émission, 30 minutes de questions avec Pierre Dumazeau, mon confrère, et 1 demi-heure d'échange avec les personnes dans la room. Mais voilà, je trouve que c'est un bel exercice citoyen. N'importe qui peut lui adresser la parole, et on va voir comment ça va se dérouler dans les prochaines semaines. Mais c'est vrai que ça restait élitiste, vous avez raison, Delphine. Pierre Lissia, je vous ai un peu taquiné en disant que c'était un job à plein temps, mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on est politique d'une nouvelle génération, on va dire, est-ce qu'il faut être absolument présent partout, tout le temps sur les réseaux sociaux? Mais vous savez, ce débat, je pense que c'est en réalité un faux débat. Le principe du politique, moi je ne suis plus élu, je continue à m'exprimer dans le champ politique, mais je ne suis plus élu, mais je pense que le principe de quelqu'un qui s'engage en politique, qui est élu, c'est de pouvoir s'adresser précisément à tout le monde. Et je récuse totalement l'idée selon laquelle il y aurait des médias, entre guillemets, nobles, qui seraient dignes d'accueillir la parole publique, la parole politique, les grands médias traditionnels, les JT, les Figaro, etc., et des médias un peu profanes qui, au contraire, n'en seraient pas dignes et qu'il faudrait presque mépriser. Il y a des gens... sur ce plateau autour de la table, mais c'est plus la question du temps d'occupation du terrain sur les réseaux sociaux, moi, que je vous posais. Et peut-être la différence, c'est que dans un média, il y a des partages de points de vue divers et variés, des angles différents d'attaque de sujets. Là où votre propre média, c'est votre représentation du monde. Sur le temps d'occupation que cela prend aujourd'hui aux politiques sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est majeur d'avoir une permanence sur les réseaux sociaux? Quoi qu'il en soit, il faut savoir juger, il faut doser son temps d'occupation, mais il faut considérer le média social comme un média traditionnel. Et le temps que vous passez à rédiger des communiqués de presse, le temps que vous passez à organiser des déjeuners presse, ou le temps que vous passez à appeler des journalistes, c'est aussi, il faut aussi intégrer les réseaux sociaux dans ce temps-là. Et comment est-ce que vous faites pour communiquer, pour gérer vos relations publiques, entre guillemets, comment vous intégrez les médias sociaux dans ce cocktail de communication, en ayant toujours à l'esprit la même logique que sur le média traditionnel. C'est-à-dire que si moi demain je sollicite une interview au Parisien ou au Figaro, c'est parce que j'ai un message à délivrer. Donc si demain je décide d'investir Twitch ou si un élu décide d'investir TikTok, il faut qu'il se dise
qu'il a un message à délivrer et que ça n'est pas simplement la forme pour le buzz. Oui, la forme peut servir le fond, mais une forme sans fond ne sert strictement à rien. Et c'est là où on peut lasser le public. Et c'est là où je rejoins ce que disait Dominique Régnier. Si les politiques investissent les réseaux sociaux et pour ne pas apporter la parole qui doit être la leur sur ces réseaux-là, ils risquent de s'essouffler et ils risquent finalement de démonétiser un peu l'exercice. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, Dominique Régnier. Je voulais vous faire part de ce qu'avait déclaré Jean-Baptiste Djebbari, le ministre des Transports. Il dit les réseaux sociaux, c'est l'agora du 21e siècle. Et il va même plus loin. Les influenceurs d'aujourd'hui seront les ministres de demain. C'est une formule vertigineuse, donc elle donne à penser, en même temps on se demande ce que ça veut dire. L'agora, déjà j'aime pas la comparaison. Je veux rappeler que l'agora, c'est la place du marché où les citoyens athéniens ne sont que des hommes. Ne sont pas des esclaves, évidemment, ils ne sont pas des métèques. Donc c'est à peu près 25 000 citoyens sur 800 000 personnes qui faisaient vivre Athènes. Donc c'est quand même un exemple qu'il faut toujours remettre à sa place parce que c'est une espèce de mythe comme ça qui circule. Et c'est bien le problème. Le problème, c'est que nous sommes 47 millions d'électeurs inscrits en France. Il faut qu'il y ait une discussion entre les 47 millions, idéalement, d'électeurs inscrits, aussi modestes soient-elles. Et là, tout à l'heure, vous le disiez dans votre remarque, moi ça m'a paru important, il ne faut pas que ça soit une communication top-down, simplement. On vient pour faire passer son message et on est content parce qu'il a réseauté partout et on pense qu'il est arrivé dans les oreilles. Alors, ce qu'on sait sur les théories de la communication, quand même, on est informé là-dessus, c'est pas parce que ça rentre dans une oreille que ça ne ressort pas par l'autre aussitôt. Hein. Et puis, il faut élaborer des discussions sur des sujets complexes. Il ne suffit pas d'être cool ou de faire une bonne blague pour faire de la politique. Et dernière remarque, il faut entre nous tous fabriquer du consensus. On a des décisions à prendre collectivement, pas vous, pas moi, mais il va bien falloir en prendre des décisions. Par exemple, je ne sais pas, moi, sur l'équilibre des comptes, sur les retraites, que sais-je, des décisions pas faciles. Il faudra bien faire du consensus, qu'on trouve un accord à nous tous ensemble, qu'on ne soit pas dans la violence et la confrontation. Et ça ne se fait pas de manière impulsive. Il faut élaborer des discussions, élaborer des arguments, que les gens se rencontrent et discutent longuement. Là, il y a un rythme qui pose problème. Alors, pas avec toutes les applications, parce que Clubhouse n'est pas exactement concerné par ce type de critique, et on dit aussitôt que ça a un caractère élitiste. Et donc, il ne faudrait pas que la démocratie constructive et délibérative soit considérée comme élitiste, quand la démocratie populiste serait considérée comme populaire. Et donc, au fond, la vraie démocratie, c'est un peu ça le risque aujourd'hui, je trouve. Je n'ai pas le temps, malheureusement, de vous faire réagir. Je suis désolée, Boris et Pierre, pareil. On prolongera cette discussion. De toute façon, on va avoir toute la période de la campagne pour en reparler. Merci beaucoup pour vos interventions. Déjà, Dominique Régnier, professeur des universités à Sciences Po et directeur général de Fondapol. Merci à Pierre Licia, communicant, ancien élu de Paris, et à Boris Karlamov, journaliste de A2PRL et du Club Paul sur Clubhouse. Juste après la pause, on parle de gaming et de gros sous.